Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, on continue dans ce nouveau format que j'explore, les interviews sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Et aujourd'hui, j'ai demandé à l'orthophoniste qui m'a suivie pour mon trouble de l'oralité, mais également ma fille, parce qu'elle a le même petit travers que moi, j'ai envie de te dire. Je lui ai proposé cette interview pour te parler de ce qu'est un trouble de l'oralité, que tu comprennes ce qu'il y a derrière, que peut-être tu puisses explorer cette piste si tu rencontres des difficultés avec ton enfant, quand le moment du repas, que peut-être les repas se passent mal, que ton enfant refuse de manger ou de goûter certaines choses. J'ai envie de te donner la possibilité de peut-être explorer cette piste en découvrant ce qu'est un trouble de l'oralité et surtout, comment faire pour dépasser cette difficulté, j'ai envie de te dire. Alors pour ça, je vais t'expliquer un petit peu de mon histoire. J'ai toujours été enfant et même adulte, ce que l'on appelle quelqu'un de difficile à table. À savoir, je ne mange absolument aucun fruit. Quand je dis aucun fruit, c'est aucun. Le seul fruit que je peux manger, ça va être quelques fruits secs, genre les noix de pécan, mais pas les noisettes, je suis sélective. Et quelle que soit sa forme, pas en jus de fruits, pas en confiture, pas cuit dans des gâteaux, vraiment zéro fruit. Donc tu vois un petit peu la difficulté. Et ça a toujours été. C'est depuis que je suis toute petite. Bébé, ma maman se souvient que quand on donne, tu sais, la première chose que l'on donnait dans les années 80, en tout cas, qu'on donnait à un bébé pour la diversification, c'était une banane écrasée avec un petit peu de sucre pour augmenter l'appétence. Moi, je la recrachais déjà. Et ça a duré toute ma vie, et même adulte. Et je me suis toujours qualifiée comme étant quelqu'un de difficile à table, qui n'aime rien. Cette grande phrase qui revenait en permanence, je n'aime rien. Alors que c'est faux. Mais bref, tu comprends un petit peu la difficulté et comment j'étais perçue par les autres et comment je me décrivais finalement aussi. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me restreindre, de ne pas être non plus un exemple pour mes enfants. J'avais cette peur de leur communiquer, par l'exemple, de ne pas manger certaines choses, de refuser de goûter. Et je pense que je devais avoir à peu près 37 ans, donc il y a 3 ans de ça, où j'ai décidé d'en finir avec cette difficulté, de me dire que peut-être il y avait moyen d'aller outre. Et c'est pas une simple question de volonté. Par exemple, j'adore l'odeur de la pêche, mais en goût, j'en ai des hauts le cœur. C'est-à-dire que je pourrais me faire vomir juste avec l'odeur d'un jus d'orange. C'est pas comme on peut croire des caprices ou autres, c'est vraiment mon corps perçoit les fruits notamment comme un danger, comme quelque chose qui va m'empoisonner. Et j'ai voulu aller outre. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les fameux troubles de l'oralité. Alors tu vas savoir ce que c'est. Marine, l'orthophoniste qui m'a suivie et qui suit actuellement ma fille, elle va te donner un petit peu l'explication de ce qui se cache derrière. Mais toujours est-il que j'ai décidé de passer outre. Le trouble de l'oralité est quelque chose qui est décrit beaucoup chez les enfants. Mais sache que finalement, c'est la question que je lui ai posée quand je l'ai rencontrée. Je lui ai demandé si elle pouvait me prendre en charge, parce qu'elle a l'habitude de prendre en charge des enfants. Je lui ai dit, mais est-ce qu'un trouble de l'oralité existe aussi chez des adultes ? Et elle m'a dit oui, parce que s'il n'est pas traité, bien sûr qu'il peut perdurer dans le temps, s'il a été vraiment profondément ancré, ce qui a été mon cas. Et que non, elle n'avait jamais accompagné d'adultes, parce que les adultes souvent ne se remettent pas en question et prennent les choses pour acquises. Elle m'a dit, mais vas-y, banco, on fait l'expérience ensemble, et elle m'a accompagnée. Alors aujourd'hui, je vais répondre directement à la question. Non, je ne mange toujours pas beaucoup de fruits, mais j'accepte plus facilement de les goûter. Je n'ai plus ce fort réflexe d'envie de vomir quand je prends une pêche en bouche. C'est pas un moment de plaisir, on va pas se cacher. Non, c'est pas un moment de plaisir, mais je peux manger un quart de pêche. Je peux manger des crudités,
quand elles sont mélangées d'autres choses. J'ai progressé et je progresse encore et c'est ça le plus important. Bref, je ferme la parenthèse de ma vie privée, parce que tu n'en as pas grand-chose à faire, mais je voulais te donner quand même le contexte. Comment j'ai connu Marine, pourquoi je trouve important de faire connaître le terme de trouble de l'oralité, parce que peut-être que tu y es confronté toi-même, peut-être ton enfant, peut-être quelqu'un de ton entourage, et que des solutions existent. Il y a des professionnels qui sont formés à ça, qui peuvent accompagner pour dépasser cette difficulté. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager en introduction, et je te laisse maintenant avec l'épisode du jour et mon échange avec Marine, l'orthophoniste spécialisée en troubles de l'oralité, qui m'a accompagnée moi et qui accompagne également Choupinette. Bonne écoute! Bonjour Marine, je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Alors, pour commencer, si tu es d'accord, je vais te demander en fait, de te présenter rapidement, expliquer un petit peu ton métier et sa spécificité. Eh bien, écoute, Maud, merci à toi de m'avoir invitée à ce podcast. Alors, je m'appelle Marine, je suis orthophoniste depuis 2011 en libéral. Auparavant, je travaillais en mixte, donc c'est-à-dire au cabinet et aussi dans un IME. L'oralité, en fait, m'est arrivée de plein fouet, un peu comme ça sur la tête, parce qu'il y avait des enfants qui avaient une prédominance sur une hypersensibilité. Alors, effectivement, les handicapés et les polyhandicapés qu'il y avait à l'IME ont une prédominance, comme je disais tout à l'heure, avec une prédominance d'hypersensibilité, en tout cas, ont un trouble de l'oralité. Donc voilà, chacun a sa spécialité, spécificité plutôt. Donc là, j'étais amenée à nourrir des enfants, à les aider à pouvoir toucher, à pouvoir accepter le bruit. Et donc, voilà, je me suis vraiment penchée sur la question et ça a été vraiment la découverte totale de l'oralité parce que je n'avais pas étudié l'oralité à l'école. Et donc, on a pu échanger en équipe et voilà, on s'est vraiment tous penchés sur la question de l'oralité. Et c'est ce qui fait que tu t'es toi spécialisée derrière dans l'accompagnement de ces troubles. Voilà. Et parallèlement, je me suis rendu compte que au cabinet, des enfants qui venaient pour un trouble du langage avaient, pour la plupart, en fait, une légère sensibilité dans un domaine. Donc une sensibilité au bruit, une sensibilité tactile, une sensibilité... Il y a tellement de sens que, voilà, il était possible qu'un enfant ait plusieurs sensibilités, un trouble sensoriel. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a une corrélation effectivement entre le trouble de l'oralité et un autre trouble, par exemple un trouble du langage oral ou du langage écrit ou bégaiement. Voilà, c'était très souvent ensemble. D'accord. Mais alors, du coup, on parle de trouble de l'oralité. Je pense que ce serait, et c'est aussi tout le sujet du podcast, c'est quoi concrètement un trouble de l'oralité? Pour la petite anecdote, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce mot-là inscrit, c'était un atelier qui était proposé dans la crèche où étaient mes enfants. Il n'y avait pas d'explication de ce que c'était. Et pour moi, c'était effectivement un trouble du langage. Donc, je ne me suis pas penchée dessus du tout. Je suis complètement passée à côté de ce que c'était. Donc, je pense que ce serait chouette si tu pouvais expliquer ce qu'est un trouble de l'oralité. Des fois, en tant que parent, on peut connaître, on peut savoir que des enfants vont avoir des phobies alimentaires, des choses, voilà, l'introduction d'aliments d'une certaine couleur, d'une nouvelle texture qui ne vont pas bien passer. Donc ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qu'on peut connaître. Mais concrètement, c'est quoi un trouble de l'oralité et est-ce que c'est lié aux phobies alimentaires? Voilà, je te laisse expliquer un petit peu de quoi on parle exactement. Alors effectivement, l'oralité est un sujet complexe, mais très passionnant. Il faut savoir que l'oralité touche les bébés, comme les enfants, comme les adultes. Et oui, je suis bien placée pour le savoir. Et donc, il existe 2 oralités bien distinctes, en tout cas beaucoup d'auteurs, il y en a 2 principales. Voilà, et après, il y en a plusieurs
qui en disent 3, 4, mais voilà, nous on va rester sur 2. Mhm. Il y a l'oralité verbale, donc c'est tout ce qui est cris, babillage, pleurs, les mots. Et il y a l'oralité alimentaire. Alors l'oralité alimentaire, il y a le fonctionnel, donc c'est-à-dire tout ce qui est succion, déglutition, goût, mastication, olfaction. C'est tout ce qui touche vraiment aux fonctions. Voilà. Et après, il y a donc le sensoriel. Difficulté sensorielle, c'est par exemple le plaisir de s'alimenter. Le passage des morceaux qui est parfois difficile pour certains enfants. Des enfants qui vont avoir des hauts de cœur ou vont vomir lors du repas. D'autres enfants qui vont être très sélectifs. Donc, comme tu disais tout à l'heure, les aliments de couleur, les aliments d'une marque bien spécifique. Et aussi, il y a des enfants qui ne supportent pas d'avoir les mains sales ou des étiquettes au niveau des vêtements, qui vont pas supporter qu'on coupe les ongles. Voilà. Donc, il y a tout ce qui est sensoriel, qui touche vraiment au sens finalement propre de la personne. Effectivement, c'est pas que le plaisir gustatif à table, ça va beaucoup plus loin, même si effectivement, dans le cadre de cet épisode, je t'avais effectivement orienté sur comment ça se passe à table, mais effectivement, les troubles de l'oralité, ça va toucher bien plus loin. Et pour avoir, effectivement, on a travaillé ensemble, que ce soit pour moi en tant qu'adulte et ma fille qui était concernée, mais effectivement, tout ce qui est sensoriel, les étiquettes, ça me parle, couper les ongles, couper les cheveux, ça me parle aussi. C'est beaucoup de choses comme ça. Effectivement, même changer des chaussures, passer des chaussures fermées aux chaussures ouvertes, donc aux sandales, pour eux, c'est difficile. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples, en fait. On peut trouver beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne, finalement, qui touchent au sens. Oui, et je me souviens que ce qui m'avait percuté aussi quand tu as pris en charge ma fille, c'était aussi le brossage des dents avec le dentifrice, le fait de cracher, que ça dégouline sur le menton, que voilà, typiquement chez elle, c'est une grosse barrière et c'est effectivement lié à ça, à ce trouble de l'oralité. Mais alors, du coup, pour que ce soit très utile, pour les parents qui vont écouter cet épisode, ce serait quoi les signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur le fait que peut-être que mon enfant est concerné par un trouble de l'oralité. Et puis comment faire la différence avec juste la pensée de se dire mais non, mon enfant il est difficile à table, et peut-être que non, c'est pas juste qu'il est difficile et casse-pied à table, mais c'est peut-être qu'effectivement il présente un trouble de l'oralité. On peut relever beaucoup d'éléments qui peuvent nous induire à un trouble de l'oralité. Comme je pouvais tout à l'heure l'expliquer, c'est pas de plaisir à s'alimenter, un enfant qui n'a pas faim, un enfant qui a des hauts de cœur. Les hauts de cœur, vraiment, c'est vraiment un signe très marquant. Un enfant qui est très sélectif, qui ne veut pas manger de légumes ou qui ne veut pas manger de fruits. Voilà. En fait, il y a cette particularité, c'est de se dire « je n'aime pas » ou « je ne peux pas manger ». On en avait déjà parlé de ça. C'est un enfant qui ne peut pas en manger, c'est que voilà, il y a quelque chose derrière. C'est soit il a des hauts de cœur, soit il a une hypersensibilité buccale, soit le goût n'est pas possible pour lui, soit c'est trop fort, soit la température n'est pas adéquate. Voilà, il y a plusieurs signes qui peuvent interpeller. Ou alors, c'est qu'il ne veut pas manger. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire que on peut se poser la question de la néophobie alimentaire. Je vais pouvoir embrayer sur la néophobie alimentaire. C'est que la néophobie alimentaire, c'est un passage, entre guillemets, obligé dans l'évolution d'un enfant. Finalement, la néophobie alimentaire, la clinique nous permet en fait de pressentir un lien entre la néophobie et les troubles de l'oralité. Parce que un enfant qui n'aime pas quelque chose, on peut pencher vers une oralité, un trouble de l'oralité. Ou alors l'enfant qui décrète qu'il n'aime plus, par exemple, les épinards. On va prendre quelque chose d'assez particulier, qui n'aime plus les épinards, pour faire comme les copains. Parce qu'à l'école, les enfants disent « je n'aime pas, c'est pas bon ». Donc lui, cet enfant va finalement refuser de manger ce repas parce qu'il y a des épinards, parce que les copains ont dit que c'était pas bon, donc il va faire pareil. Mais par contre, il va se rattraper à la maison quand le repas se passe en toute bienveillance et sans pression, il va les manger. Donc en fait, ils modifient leur sélectivité d'une semaine à l'autre.
C'est vraiment ça la différence entre la néophobie alimentaire et les troubles de l'oralité. Un trouble de l'oralité, c'est constant. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas manger de morceaux, il va pas pouvoir les manger à chaque repas. Quel que soit le contexte. Exactement. Alors que la néophobie alimentaire, c'est un aliment que l'enfant appréciait avant et ne veut plus pendant un temps donné, ou en tout cas dans un lieu donné aussi. Il y a un contexte qui fait qu'il va refuser de le manger parce que la majorité des enfants autour de lui vont dire non, c'est quelque chose qui n'est pas bon, donc va refuser de le manger. Ou alors, ça va être un aliment temporairement qui va mettre de côté et ne plus accepter. Exactement. Okay. Sachant qu'un enfant qui grandit va grandir dans tous les sens, que ce soit intellectuellement, corporellement, et il va aussi évoluer dans sa sélectivité, dans son champ alimentaire. Par exemple, un enfant qui aimait avant les épinards, par exemple, on va continuer avec les épinards, va peut-être pendant un temps ne plus en vouloir, mais par contre, quelques temps après, ça va fonctionner. C'est souvent ce que les parents disent aux enfants. Enfin, moi, j'ai grandi, pour le coup, avec des parents qui faisaient que de me dire « Mais moi non plus, quand j'étais enfant, j'aimais pas les tomates, mais tu vas voir, en grandissant, tu vas les aimer. » Bon, bah, j'aime toujours pas les tomates. Et voilà, après, voilà, je vais continuer avec ce que tu évoques. C'est l'entourage. Et là, l'entourage a un impact très, très, très fort sur l'alimentation, sur le regard de l'enfant, sur le regard de l'éducation que l'on peut porter à notre enfant. C'est vraiment quelque chose qui a un impact très fort sur ce plaisir de manger, ce passage à table, ce moment de repas. Voilà, ce moment de repas. Ouais, mais alors ça, pour le coup, je ne peux que plus soyer ces propos, dans le sens où je pense que c'est vraiment comme ça que je me suis construite, dans le sens où, effectivement, moi, mes parents, donc, comme je l'ai expliqué en introduction, j'étais considérée comme une enfant difficile, ne mangeant très peu de légumes et pas du tout de fruits, et que mes parents, naturellement, s'inquiétaient pour ma santé, donc me forçaient à manger. Et la répétition de me forcer a fait qu'aujourd'hui, le plaisir à manger, je l'ai connu très tardivement, à plus de 30 ans. Et encore, quand on s'est rencontrés avec ma prise en charge, je crois que je devais avoir 37 ou 38 ans. Enfin, c'est vraiment venu sur le tard. Et c'est vraiment, du coup, la répétition d'un comportement à table, d'une ambiance à table, qui va conditionner notre rapport à la nourriture, en fait. Exactement. C'est vrai que le passage à table est parfois difficile pour certains enfants, comme parents, parce qu'il revient 4 fois par jour. C'est un moment qui est normalement signe de plaisir. Un exemple que je donne souvent aux parents d'ailleurs, c'est par exemple, vous devez faire de la comptabilité et vous en faites 4 fois par jour. Et clairement, on n'a pas envie et on finit par détester ça. Donc on y va à reculons. On n'a pas envie d'aller à table. Et voilà, ça c'est un signe parfois qui peut induire, en tout cas qui peut mettre sur la piste. Ouais, un enfant qui vient vraiment à reculons, voire ne veut pas venir du tout, ou quitte la table très rapidement parce que c'est juste une corvée de rester assis et parce qu'il n'y a aucun plaisir. Ouais, je confirme, ça me parle. Ça me parle plutôt pas mal. Je voulais revenir sur l'entourage qu'on a abordé tout à l'heure, qui parfois peut être stigmatisant. Les papis, les mamies, les oncles et tantes, sans vraiment le vouloir, vont dire certains mots qui vont blesser les parents comme l'enfant. Et finalement, à chaque fois que ces mots vont ressortir, ça va encore appuyer là où ça fait mal, là où c'est difficile pour la famille. Et donc, c'est très important d'en parler, en tout cas dans l'accompagnement, ou en tout cas en parler à quelqu'un de proche pour se libérer et que les moments de repas ne soient pas trop lourds finalement, trop difficiles à vivre. Des moments de tension, parce qu'effectivement, ça peut très vite mettre la pression sur les parents de se dire « Mince, est-ce que je suis pas en train de rater un truc avec mon enfant, il est pas bien élevé, ou que sais-je, parce qu'il tient pas à table, parce qu'il veut pas manger, parce qu'il refuse de goûter la bonne tarte de mamie. » Et du coup, en tant que parent, on peut se retrouver pris entre deux feux, et du coup, on va reporter la pression qu'on se prend de ce poids du regard de l'autre et du jugement, finalement. On le reporte sur l'enfant, dire mais non, il faut que tu goûtes, tu dois goûter, tu quittes pas la table tant que t'as pas goûté, tant que t'as pas mangé. Et c'est juste du renforcement négatif finalement.
Oui, effectivement, on entend souvent, au cabinet, j'entends souvent, il fait un caprice, il est difficile. Euh, Hmm. alors, ça peut être soit les parents qui me rapportent ça, ou en tout cas qu'ils ont entendu lors d'un repas de famille, un repas chez des amis. Et du coup, bah, ces mots-là sont vraiment ancrés en eux, finalement. Je pense que c'est Ah vraiment bah, ce mot hmm. qui Ça est, devient qui est là. c'est une étiquette, ça devient une définition. Enfin, moi, ce qualificatif de Maud, Maud, elle est difficile à table. J'ai fini par en faire ma propre identité, ou quand j'allais chez des gens à l'extérieur ou autre, je me sentais obligée de prévenir, dire je suis difficile, je ne mange pas de tout, alors que je suis bien plus que juste une personne qui est très sélective dans son assiette. Quelque part, de un, on l'endosse comme une étiquette, comme une définition de qui on est. Là, pour le coup, je peux parler de vécu, hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai connu. Et ça en devient presque, j'ai envie de dire, un élément différenciateur. J'en faisais pas ma force, parce que je le prenais pas comme une force, mais j'en faisais, c'était comme ma marque de fabrique. C'était moi. Je suis difficile. Et ça arrivait presque à être de la revendication. Dire bah ouais, bah moi je suis pas comme toi, moi je suis difficile, moi j'aime pas les fruits. Et finalement, bah, c'est vraiment tout ce qu'on veut pas hein, dans la relation avec notre enfant, c'est vraiment du renforcement négatif. Et l'enfant finit par bah, le prendre pour lui et bah, un peu comme moi, potentiellement en faire une bannière, dire ben moi je suis ça. Mais oui, c'est vrai. Et pour le coup, du coup, ça en devient compliqué parce que l'enfant en construction a besoin de se définir, a besoin de se différencier des autres. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez ma fille. Chez Choupinette, c'est vraiment quelque chose je le perçois. Par exemple, elle n'aime pas les pizzas, tu le sais, hein, vu que tu l'accompagnes. Mais elle en est presque, je ne sais pas qu'elle en est presque, elle est comme moi, même âge, elle le revendique. Elle aime crier haut et fort que ben non, elle n'est pas comme ses frères, elle n'est pas comme les autres enfants. Elle n'aime pas les pizzas. Elle en fait quelque chose qu'elle utilise comme élément différenciateur. Et on parle beaucoup, enfin voilà, j'en ai déjà fait des épisodes sur le Terrible Two, les phases d'affirmation. Mm. Eh bien, la différence à table, ça peut devenir un élément d'affirmation de qui on est. Autant que possible, éviter de ce renforcement négatif et ne pas donner ce levier-là parce que enfin, ça a été mon cas. Je pense que c'est ce que tu vois aussi au cabinet. C'est que du coup, ça devient quelque chose que les enfants vont prendre pour eux comme élément d'affirmation. Et là, on ferme les portes et on n'arrive pas à sortir de ce trouble de l'oralité qui peut n'être que passager finalement. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, finalement, on peut se différencier sur tellement de choses que mettre une étiquette, c'est tellement stigmatisant et on se construit comme ça pendant des années. Et pour avancer après, c'est... Ah ben, Voilà, pour aller... pour passer cet obstacle, finalement, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un obstacle. Hein. Et ben, on met beaucoup de temps parce que c'est tellement ancré que voilà, c'est en profondeur. Voilà, c'est ça. Mm. Alors du coup, ce serait quoi si tu avais des astuces à partager aux parents pour que justement les repas soient plus détendus à table et pour que peut-être faciliter les enfants à accepter de goûter ou de s'ouvrir pour, voilà, si on rentre pas dans ce renforcement négatif, comment on fait pour, au contraire, faire en sorte que notre enfant dépasse plus facilement cet obstacle du trouble de l'oralité. C'est une grande question. Oui. Alors, je dirais que il faut mettre un pas sur le côté et se dire que peut-être que son enfant a, en tout cas, une sélectivité alimentaire ou verbale. Hein. Je dirais qu'il faut mettre un pas sur le côté et peut-être lâcher un peu de pression, parce que de toute façon, la pression, elle va être néfaste pour l'enfant et pour l'entourage lors du repas. Ce que je conseille aux parents, finalement, au premier rendez-vous, c'est de prendre le temps avec l'enfant, de prendre le temps de manger. Voilà, parce que nous sommes dans une société où finalement le temps est compté pour tout. La maman, elle a ses responsabilités, le papa, il a ses responsabilités, les enfants suivent la cadence de la famille. Et donc, je dirais, ce moment de repas, il doit être agréable. Et finalement, prendre 10 minutes ou un quart d'heure de plus pour manger, finalement, c'est rien.
c'est rien, mais par contre, c'est très opportun. C'est très opportun pour tout le monde. Parce que manger ensemble, c'est primordial. C'est-à-dire que l'enfant, il va voir ce que les adultes vont manger. Il va voir comment ils mangent, combien en quantité ils vont manger et comment ils gèrent leur repas. Qu'en fait, les parents vont être un exemple. Si la maman ou le papa est toujours levé ou est sur son téléphone ou est occupé, finalement, le temps du repas, il n'est pas appréciable ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour personne. Donc vraiment, voilà, il y a plusieurs choses, mais ça, c'est vraiment important, de prendre le temps et de manger ensemble. Manger ensemble, ça veut dire aussi manger dans le calme. Ça veut dire que les écrans ne sont pas là, la musique n'est pas là, la télé n'est pas allumée. C'est vraiment ensemble. Ce qui n'est pas simple, hein. Vraiment, c'est... Parfois, il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans les familles lors du repas. Et donc, c'est parfois difficile de bouger dans les retranchements. Ouais, c'est changer ses habitudes. Effectivement, c'est compliqué. Changer les habitudes, voilà. Du coup, ce que tu dis, si j'entends bien, c'est de finalement faire du moment du repas, pas qu'un moment où on mange, mais c'est un moment où on se retrouve, où on est ensemble, où exactement de la même façon, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message sur le podcast, c'est que l'adulte, il y a du lâcher-prise, il y a un changement de posture, donc par le changement des habitudes, et il y a une exemplarité. Ce qu'on veut chez notre enfant, c'est de l'incarner soi-même. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et donc, si tu avais une astuce vraiment, si tu devais en donner qu'une pour que les repas soient plus faciles, que l'enfant accepte de goûter, qu'est-ce que toi, tu fais en tant que professionnel pour inciter les enfants en fait, à goûter? Ce que je conseille aux parents, c'est l'aliment copain. C'est-à-dire, l'aliment copain, c'est celui que l'enfant apprécie et aime. Donc, on peut prendre l'aliment copain comme les pâtes. Hein. C'est vrai que c'est très souvent apprécié par les enfants. Et donc, d'incorporer quelque chose avec. On peut faire des pâtes avec des courgettes, par exemple, avec un petit peu de crème ou un peu de beurre, ou même sans rien du tout, pas de courgettes. Mais voilà, partir de ce qu'il aime et ajouter quelque chose. Vraiment comme faire un arbre finalement généalogique là, où on a un aliment qu'on aime et on associe quelque chose que on n'aime pas trop ou qu'on peut accepter en tout cas dans notre assiette et avec cet aliment-là. Il y a une progression finalement dans l'acceptation de l'aliment, c'est d'accepter qu'il soit dans son assiette, accepter de le toucher, accepter de le porter aux lèvres, accepter de le mettre en contact avec sa langue, de le laisser dans sa bouche, de le croquer et de l'avaler. Voilà. C'est finalement de décomposer tout le processus. Tout à fait. Que tu faisais avec Choupinette, c'était effectivement d'accepter de l'avoir dans son assiette. C'était déjà un grand pas. Mais oui. Tenir en main, juste avec la langue, de goûter à l'extérieur de la bouche. Oui. Effectivement, d'avoir dans la bouche, sans croquer, sans rien, juste avec la rétro-olfaction et puis la sensation de la texture. C'est ça. Effectivement, de croquer derrière. C'est ça. Ce qui est très important aussi pour l'évolution de l'enfant, c'est de cuisiner avec lui. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on fait de cet aliment-là. Donc on va l'éplucher, on va le découper, puis on va le mettre dans des saladiers. Et même s'il ne mange pas l'aliment, il aura déjà fait tout ça avec cet aliment-là. Et ça sera déjà un très grand pas pour lui. Il faut vraiment partir de ce que l'enfant fait et mange pour avancer finalement. C'est le familiariser avec l'aliment, même s'il ne le mange pas, de le découvrir par la vue, l'odeur en le cuisinant, en le touchant. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, après, ça rejoint cette première astuce de l'aliment copain, où tu peux l'intégrer derrière. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. Maintenant, je mange les hamburgers sans retirer la tranche de tomate et les feuilles de salade. Et c'est très je ne décompose plus. C'est chouette. Mais oui, voilà, c'est ça. Et puis que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut vraiment être patient. Quand vous allez chez l'orthophoniste, elle n'a pas de baguette magique. Hein. Donc,
il faut savoir être patient et se dire, voilà, cet aliment-là, ça y est, il est accepté. On aura mis 2 mois peut-être, ou moins ou plus, enfin voilà. Mais vraiment être patient et pas regarder que ce que l'enfant goûte, mais aussi la quantité de ce qu'il mange. Mais aussi, est-ce qu'il peut manger d'autres textures? Est-ce qu'il peut manger d'autres températures? C'est-à-dire pas toujours tiède, mais ça peut être chaud ou froid. Ça peut être mélangé, ça peut être dans un autre contexte, ça peut être une autre marque aussi de pâtes ou de pommes potes ou de voilà, il y a beaucoup de paramètres qui sont pas à négliger du tout. Qui sont attestés. Oui, voilà. Ok. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qui est très important et qui fait partie aussi des conseils que je peux donner aux parents, c'est l'installation. L'installation à table. Lors du premier rendez-vous, j'échange avec les parents aussi sur l'installation. L'installation qui est primordiale aussi. Ça, c'est vraiment très important parce que l'enfant doit toucher quelque chose, doit avoir les pieds qui reposent sur quelque chose, sur une planche, sur une caisse. Voilà, il faut trouver quelque chose pour qu'il ait un appui au niveau de ses pieds. C'est vraiment très très important parce que imaginez-vous, vous mangez sur un ballon. Voilà, pendant 20-30 minutes, sans toucher le sol avec vos pieds. Et bien en fait, vous allez manger, mais vous allez quasiment manger. C'est très inconfortable. Et bien voilà, pour les enfants qui n'ont pas d'appui au niveau des pieds, et bien ils vont avoir le même ressenti. C'est vraiment très inconfortable. Ouais, faut éliminer toutes les sources d'inconfort et de distraction, comme tu parlais, la télé, les écrans, la radio. Voilà, et donc l'inconfort physique lié à la posture pour que l'enfant soit pleinement concentré finalement au moment passé ensemble et à la tâche de manger, quoi. Oui, c'est vrai. Je voulais revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, sur l'entourage. Je voulais juste donner un exemple. Quand vous êtes en famille et que vous prenez l'apéritif, c'est un moment en fait très détendu. Finalement, les enfants picorent dans les petits plats de gâteau apéro. Et en fait, c'est vraiment un moment plaisir. Et finalement, les enfants vont aller vers les curly. Moi, je vais parler des curly aujourd'hui. Parce que quand on présente des curly, quand on le met dans la bouche, ça croustille. On croque, ça fait du bruit, il y a un feedback cognitif. L'autre avantage du curly, c'est que ça fond dans la bouche. C'est génial parce que l'enfant qui ne mange pas de morceaux, finalement, il peut le manger ça. Et ça passe tout seul. Et en plus, c'est salé. Donc ça veut dire que l'enfant va avoir envie d'y retourner. Voilà. Donc là, c'est vraiment un aliment plaisir. Le curly, il est génial. Parce qu'il a beaucoup d'aspects très positifs et de plaisir. Si par exemple, on proposait à l'apéritif des haricots verts, des épinards, des bananes, voilà, comme gâteau apéro. Finalement, je pense que beaucoup ne mangeraient pas. Ce serait pas la même. Voilà, ce moment plaisir ne serait pas le même. Voilà, je voulais faire vraiment la comparaison entre ces deux aliments. C'est si vous présentez un curly et un haricot vert, inévitablement, même moi, je vais vers le curly. On est d'accord, mais oui, moi aussi. Voilà, on est très attiré par ça. Et voilà, il faut, pour finir cet exemple, je voulais vraiment aussi dire que si le haricot vert ne passe pas, c'est pas grave. C'est vraiment le mot plaisir qui doit être là. Parce que le plaisir que l'on va avoir lors de l'apéritif, on va le retrouver après à table, mais on va le retrouver à table à la maison, mais aussi en famille et aussi au restaurant. C'est vraiment, voilà, on va le retrouver dans plusieurs moments de sa vie. Ce que tu veux dire, c'est finalement, entre guillemets, d'éduquer nos enfants au plaisir de manger sans se focaliser sur l'aspect nutritionnel que, effectivement, le curly, c'est peut-être moins bon pour la santé que le haricot vert, mais c'est quand même beaucoup plus fun et c'est ce qui va ouvrir la porte au plaisir de manger. T'as tout compris. C'est exactement ça. C'est vraiment très important, ce moment plaisir.
est souvent perdu quand les parents arrivent au cabinet parce que l'entourage a dit que c'était un enfant difficile, parce que le médecin aussi peut avoir évoqué certaines choses, parce qu'il ne prend pas de poids, parce que voilà, il y a tellement de critères, et la société d'aujourd'hui est tellement observatrice et critique, je dirais. Et jugeante, oui, complètement. Elle est jugeante, hein. Donc c'est important aussi de souffler un peu, de mettre un pas sur le côté et de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant apprécie ce moment et que nous aussi on l'apprécie. C'est lâcher prise un peu sur le côté nutritionnel et plutôt apprendre que les repas sont des moments de plaisir, quoi. Exactement. Je me souviens en formation, la formatrice évoquait les pâtes. Voilà. Très souvent, les enfants demandent des pâtes. Il y a aussi pourquoi l'enfant va demander des pâtes. Parce qu'en fait, les pâtes, ce sont des féculents. Et les féculents, l'enfant en a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire que l'enfant, il va grandir intellectuellement, donc il va avoir une dépense d'énergie intellectuelle, mais aussi physique, qui est 2 fois plus que l'adulte. Il grandit. Il grandit, voilà, dans tous les sens. Et donc, pourquoi il demande des pâtes ? C'est aussi pour résister, pour avoir une force. Et les féculents sont là pour leur donner ces forces-là. Cette force-là. Effectivement, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais il y a aussi l'apport nutritionnel dont l'enfant a vraiment besoin au moment T. Et ça, faut pas l'oublier. D'accord, donc ne pas calquer finalement notre vie d'adulte où on veut réguler notre prise de poids ou autre avec je ne sais quel régime ou je ne sais quel besoin nutritionnel en disant non, il faut que je mange sainement ou autre et chercher absolument à l'imposer à l'enfant. Si nous on l'incarne, ça viendra naturellement chez l'enfant et au contraire cultiver cette notion plaisir chez lui pour qu'il y vienne naturellement. C'est ce que tu... C'est exact. Enfin... Tu viens de toucher un point sensible, Maud, parce que du coup, je viens d'avoir une lueur quand j'ai eu ma fille. On est passé par la diversification alimentaire et dans le rayon des petits pots, on a un panel de choix de toutes sortes. Et finalement, je lui donnais des petits pots de panais, je lui donnais des petits pots de potiron, je lui donnais des petits pots d'épinards. Et je lui disais, ma chérie, mais qu'est-ce que c'est bon! Sauf que moi, je n'en mangeais pas. Alors finalement, on transmet quelque chose à nos enfants déjà dès la diversification. C'est quelque chose nous, on ne va pas faire, mais par contre, on veut que notre enfant fasse. Finalement, il nous rattrape très vite. Hein. Il va dire, mais non, j'aime pas ça non plus. C'est tout à fait ça. Voilà. Ça me fait penser à une autre question que je voudrais te poser, c'est justement sur le fait que on demande à nos enfants de rester à table, rester assis à table. Ça, c'est un gros point de désaccord avec mon mari, où moi, ça ne me dérange pas. Alors effectivement, j'explique à mes enfants la règle, si on sort de table, t'es sûr, il y a le dessert après, patiente un petit peu, on va voir le dessert, mais que s'il veut sortir de table, il sort de table. C'est pas une plante verte ou c'est pas une décoration assis sur une chaise. Toi, avec tes connaissances, justement, pour quelque part accompagner nos enfants au plaisir à table, qu'est-ce que tu penses de cette consigne de demander aux enfants de rester assis à table ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est quelque chose, comme tu disais, de mettre un pas de côté, le lâcher prise et permettre aux enfants de picorer un peu comme à l'apéritif, d'aller et venir ? C'est quoi ton conseil là-dessus ? Je dirais que imposer de rester à table pendant 30 minutes... Enfin, chacun a son rythme, en fait, déjà à la base. Et je pense que d'imposer à quelqu'un de rester 30 minutes alors que pour lui, c'est compliqué de rester assis parce qu'il a besoin de bouger, parce que c'est... chacun a sa personnalité, hein, et donc ses sens, hein, comme je disais tout à l'heure. Rester assis, c'est compliqué pour certains. Moi, le but, c'est qu'il reste à table dans le sens où c'est notre moment à 5 ou à 4 de partage de discussion, de partage de vie, d'échange, en fait. De se raconter ces journées. Donc moi, je vais te dire sincèrement, Maud, ce que je fais à la maison, ma fille, elle a du mal à tenir à table. Mon conjoint, il veut prendre le temps de manger. Donc, tout le monde n'a pas le même temps, le timing de repas.
Ce que je fais, c'est que pour Juliette, je la missionne de rapporter les desserts. Donc elle se lève pour aller chercher les desserts. C'est elle qui a la mission des desserts. Ok, les moments de se lever sont finalement liés à une utilité du moment partagé. C'est ça. Voilà. J'essaie en tout cas de rester dans le contexte repas. Oui. Pas complètement sortir et se déconnecter du moment ensemble, voilà. Mais de rester en lien, même si ça induit des mouvements. Alors après, je sais pas si tu connais, mais les conseils de famille, c'est très chouette pour aborder des sujets qui, parfois, peuvent questionner certaines personnes et puis trouver des solutions. Et que chacun puisse en apporter sa graine, finalement. Finalement, c'est ouvrir la communication au sein de la famille, de son mode de fonctionnement. Et d'échange. Et trouver une solution, finalement, avec tout le monde. Donc, peut-être proposer à Choupinette d'aller chercher les yaourts, de lui donner une mission peut-être, si pour elle c'est plus compliqué de rester autant de temps à table. Et c'est comme tu disais, c'est effectivement les conseils de famille, ce serait de discuter tous ensemble, dire si les moments de repas, le fonctionnement leur convient, comment... c'est ce que j'explique souvent sur le podcast, c'est le fameux chercher le fameux compromis. Nous, notre besoin, c'est qu'on partage un moment en famille et qu'on reste autant que possible, effectivement, assis ou dans la pièce où on mange. Et puis, de questionner, de poser la question aux enfants, de dire est-ce que ça vous convient ? Ça vous convient ? Quel serait votre besoin ? Oui, finalement, les moments à table, ça revient à notre façon d'accompagner nos enfants d'une façon générale. C'est de la communication pour que chacun puisse s'exprimer et partager. Oui. Et peut-être, lors de ce conseil de famille, évoquer que le dimanche soir ou le vendredi soir, ce soit un moment un peu plus chouette, donc un moment un peu plus fun, et que chacun choisisse un plat ou choisisse quelque chose qu'il a envie de manger, en mode apéritif dînatoire, ou trouver en tout cas un moment agréable où tout le monde se retrouve et tout le monde aime ce qu'il y a au milieu de la table. C'est de toute façon, c'est les aspects de routine, entre guillemets, qui sécurisent beaucoup les enfants. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a assez fait assez intuitivement. On a une famille bourrée de traditions, on appelle ça des traditions chez nous. Voilà, il y a les traditions les premiers jours de vacances, derniers jours des vacances. C'est vrai. Voilà, c'est des repas beaucoup plus légers, où on questionne, on se met d'accord sur le... Alors souvent, ça finit par un menu McDo, parce que les enfants sont majoritaires et le McDo revient plus. En force. Voilà, mais où effectivement, voilà, des soirées crêpes. Une des traditions aussi, c'est quand mon mari est en déplacement et que je suis seule avec les enfants, j'ai pas envie de me prendre la tête, ça va faire un repas petit déjeuner ou un repas crêpes. D'accord. Enfin, c'est génial, c'est ce moment agréable. Et finalement, on le garde en tête et dans 10 ans, dans 20 ans, tes enfants te ressortiront. Ah mais complètement, parce que moi, le repas petit déjeuner, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose d'hérité de ma maman, où quand mon père était en déplacement, elle se prenait pas la tête et c'était repas petit déjeuner. Et c'est quelque chose dont j'ai hérité, que je fais mien et que je transmets. À tes enfants. Bah oui. Exactement. Et puis ça revient, finalement, on boucle la boucle, ça revient à faire des moments de repas plaisir. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est finalement ça, s'il y a un fil rouge à chercher, c'est rechercher le plaisir avant la diététique, avant la nutrition. Tout à fait. Avant les consignes éducatives de on reste à table, on bouge pas, on demande la permission de se lever ou que sais-je. C'est avant tout rechercher le plaisir du moment ensemble, quoi. C'est ça, c'est vraiment chouette. Dernière petite question pour terminer cet épisode, Marine. Si les parents qui écoutent l'épisode se disent peut-être que mon enfant pourrait être concerné par un trouble de l'oralité, qui est-ce qu'on doit contacter pour faire un bilan, savoir si c'est effectivement le cas, pour être pris en charge, et puis comment trouver un professionnel qui est formé à ce trouble, parce que tout le monde n'a pas cette... tu l'as dit toi-même, c'est une spécialité que tu as développée. Comment on fait ? Vers qui on se tourne ? Le premier interlocuteur, c'est le médecin traitant, ou le pédiatre finalement, la personne qui suit l'enfant, et en parler avec lui parce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés aux troubles de l'oralité. Voilà, le pédiatre ou le médecin traitant vont envoyer vers une orthophoniste ou vers une psychomotricienne et parfois vers une psychologue d'ailleurs pour pouvoir désamorcer un petit peu tout
tout cet aspect néfaste qu'il y a autour des repas. Et c'est pas à négliger non plus. D'accord. Après, les personnes formées à ce trouble, là je vais parler pour la spécialité orthophoniste. Finalement, quand on appelle une orthophoniste en précisant pourquoi on souhaiterait un rendez-vous et surtout un bilan, les orthophonistes renvoient vers des orthophonistes formés quand elles ne peuvent pas prendre, ou en tout cas elles redirigent finalement. D'accord. Donc en fait, il faut passer par la case premier contact orthophoniste, psychomotricienne ou autre, pour ensuite potentiellement avoir accès à quelqu'un qui a été formé à cette spécialité-là. Oui, tout à fait. D'accord. Je vais voir si moi je retrouve le lien de comment je t'avais trouvé pour moi. Parce qu'effectivement, j'avais cherché et j'étais tombée sur le site d'une formation ou je ne sais pas quoi, qui recensait en fait les personnes qui avaient suivi ça. Et pour le coup, du coup, c'était qu'une liste avec que des gens formés aux troubles de l'oralité. Donc si je retrouve le lien, je le mettrai en description. Bien sûr. Mais effectivement, comme tu dis, de toute façon, pour passer par une orthophoniste, il faut forcément passer par la case médecin traitant ou pédiatre pour avoir une ordonnance et une prise en charge. Pour l'anecdote, quand je suis venue te voir, alors c'est pas quand je suis venue te voir, c'était pour Choupinette. Quand elle m'en a reparlé et que je dis ah mais oui, dans la salle d'attente de mon médecin, il y avait une affiche qui parlait des troubles de l'oralité. Et si c'était un trouble de l'oralité? Oui, sauf que quand je demandais à mon médecin de dire est-ce que ça pourrait être un trouble de l'oralité et est-ce que je pourrais avoir une ordonnance pour une prise en charge chez une orthophoniste, lui ne connaissait pas. C'était dans sa salle d'attente, mais lui ne connaissait pas. Donc même si effectivement notre médecin, enfin voilà, si toi qui écoutes, ton médecin ne connaît pas, rien ne t'empêche toi de lui parler de le trouble de l'oralité, d'initier la démarche et puis ensuite effectivement creuser avec les professionnels qui sont aux alentours et voir s'ils connaissent quelqu'un qui connaissent cette spécialité et qui peuvent accompagner surtout. Et oui, parle-en à ton médecin parce que tu vas pouvoir l'aider et puis aider d'autres familles. Exactement, parce que comme ça, lui aussi, il apprend tous les jours. Donc je me dis au moins, voilà, mon médecin traitant a découvert ce qu'était qu'un trouble de l'oralité et que peut-être il sera amené à en parler à d'autres parents qui pourraient avoir le même type de souci. Bien sûr. Super. Écoute, merci beaucoup Marine pour cet échange. Plaisir. Oui. Je pense que ça peut être utile de savoir ce qu'il y a derrière, même si finalement notre enfant il n'est pas concerné par un trouble de l'oralité, et bien juste de retenir le message que les moments à table, c'est pas que pour manger, mais c'est des moments de partage, de vie de famille et de plaisir. Ça permet aussi de lâcher prise un peu dessus et de revoir les priorités finalement. Oui. Merci beaucoup Marine, je te remercie. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Maud. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!